Bonjour messieurs, merci beaucoup d'être venus parler des Étrusques. C'est courageux de la part du Figaro Histoire de faire sa couverture sur les Étrusques, Michel de Gégère, parce que on peut pas dire que ce soit... Ils sont beaucoup moins connus que les Égyptiens, par exemple. Oui, je crois que la vocation du journalisme, c'est aussi un petit peu de faire découvrir aux gens des choses qu'ils ne connaissent pas et ne pas seulement se contenter de rester dans des ornières. Donc c'est vrai que l'Égypte pharaonique, c'est formidable, mais il est peut-être bon de connaître aussi d'autres choses. Et les Étrusques recèlent des merveilles, des trésors à la fois dans leur histoire et dans leur histoire de l'art qui méritent d'être découverts. Eh bien, nous avons maintenant une demi-heure devant nous pour aller à la rencontre de ces gens très mystérieux. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi des Étrusques avec vous, Franck Ferrand, et vos invités, Michel de Gégère, directeur de la rédaction du Figaro Histoire, et Alexandre Grandazzi, professeur à l'Université Paris-Sorbonne, ancien membre de l'École française de Rome, spécialiste des origines de Rome. Et de ces Étrusques, donc. Alors, il y a énormément de questions. Le dossier, le grand dossier, on peut dire, du Figaro Histoire soulève 7 questions, mais il y en aurait encore bien d'autres, évidemment. On ne pourra pas tout résoudre, mais la première, celle qui vient évidemment à l'esprit, concerne les origines de ce peuple. Et quand on voit que tout a l'air de naître aux alentours du XIIe siècle avant notre ère, on ne peut pas s'empêcher, Alexandre Grandazzi, de penser au peuple de la mer et à cette espèce de grand mouvement qui a complètement balayé le bassin méditerranéen à cette époque. Oui, vous avez tout à fait raison d'évoquer cette possibilité, parce que pour la science, ce n'est évidemment qu'une possibilité, oui. Mais vous savez que les savants aujourd'hui préfèrent qu'on les appelle des chercheurs, et ils préfèrent globalement les possibilités aux Ils aiment certitudes. beaucoup poser des points d'interrogation partout. Voilà. Enfin là, nous avons essayé dans ce numéro du Figaro de répondre tout de même aux questions, parce qu'il y a tout de même des questions qui ont des réponses. Et c'est ça aussi qui fait l'intérêt extraordinaire de cette recherche, de cette science qu'est l'étruscologie, c'est que malgré toutes les incertitudes qui subsistent, on avance, on découvre, et il y a véritablement une aventure du savoir qui est, je crois, l'une des grandes caractéristiques de l'époque contemporaine. Alors tout à l'heure, nous allons, si vous le voulez bien, évoquer la vie, ce que l'on peut savoir aujourd'hui de la vie quotidienne des Étrusques, de leur mentalité, de leur façon d'être, de l'organisation de leur cité, etc. Avant d'en venir à ça, continuons peut-être à nous poser de grandes questions. Hein. Alors sur les origines peut-être, parce que je ne voulais pas laisser aller jusqu'au bout sur ce sujet. Sur les origines, les anciens, les Grecs, les Romains, se posaient déjà la question de l'origine du peuple étrusque pour une raison bien simple, c'est qu'ils ne comprenaient pas leur langue et ils étaient surpris par un certain nombre de traits caractéristiques qui n'étaient pas réductibles au modèle grec ou romain. On est proche d'un modèle, je disais tout à l'heure, vascoïde. Est-ce qu'on peut rapprocher ça des Basques? Est-ce qu'il y a un lien? Le seul lien, c'est qu'on ne comprend pas. Voilà. Mais autrement, il n'y a aucun rapport entre le basque et l'étrusque. C'est une clé qui a été essayée, c'est pour ça. Elle ne fonctionne pas. Mais le seul lien, c'est que ce sont des langues qui n'appartiennent pas à une famille linguistique connue. Quand même en clair, l'étrusque n'est pas une langue indo-européenne. Je rappelle aux auditeurs qu'on appelle indo-européen une langue ou une civilisation qui est à l'origine, présume-t-on, du grec, du latin, etc. Tout simplement parce que entre le grec, le latin, le sanskrit, l'iranien ancien, il y a des ressemblances structurelles tellement fortes qu'elles ne peuvent pas s'expliquer par une proximité géographique entre les Iraniens anciens et les Grecs ou les Latins, mais par une origine commune. Donc à partir du début de la première moitié du XIXe siècle, la science a formulé cette hypothèse, qui est une nécessité, d'une origine indo-européenne. Le latin est une langue indo-européenne, le grec aussi, toutes les langues de l'Europe aujourd'hui, sauf le basque, sont des langues indo-européennes, et l'étrusque n'en est visiblement pas une. D'où le mystère. Alors, question, où en sommes-nous aujourd'hui de la compréhension de la langue étrusque? Est-ce qu'on a réussi à la décrypter, cette langue? Et à quel degré, en tout cas? Alors là, nous sommes allés de la question de l'origine à la question de la langue, parce que, comme je l'ai dit moi-même, elles sont liées. Les anciens avaient deux théories. Ou bien ils faisaient venir les Étrusques et donc leur langue de l'Orient, de ce qu'ils appelaient l'Orient et qui est pour nous la Turquie occidentale, ce qu'ils appelaient l'Asie mineure, ou bien ils disaient, comme l'écrivain grec Denis d'Halicarnasse, mais qui s'était renseigné sur place, les Étrusques ont toujours été là.
Donc il y avait ou bien une population thèse... de substrat, là, Voilà, exactement. Et les modernes ont rajouté à ces deux théories, qui les divisent toujours aujourd'hui, une troisième théorie à partir d'une petite remarque de Tite-Live, suivant laquelle les Étrusques pourraient aussi peut-être être venus du nord. Puisque, effectivement, du côté des Alpes, du côté des lacs de Caume et de Garde, vous avez une langue attestée par une centaine d'inscriptions qu'on appelle le rhète, le rhétique, et ce rhétique est une langue très voisine de l'étrusque. Donc, 3 hypothèses: origine du nord, origine locale, indigène, ou origine orientale, et je ne vous étonnerai pas en vous disant que depuis 1870, les savants italiens ont plutôt préféré la thèse de l'origine locale, les savants allemands, et ils n'étaient pas de peu d'importance, ont plutôt préféré la thèse de l'origine nordique, et les autres, celle de l'origine orientale. C'est ça, donc les spécialistes français, dans votre genre, vous préférez l'origine orientale a priori? Moi j'appartiens à une génération, j'ai été élève de Jacques Urgon, qui était un très grand étruscologue, et j'appartiens à une génération qui avait décidé qu'il ne fallait pas poser la question des origines. Pas tranché, oui, voilà. Et c'est très intéressant d'ailleurs cette décision. Alors c'est une décision qui avait été, je dirais, formalisée par un très grand étruscologue italien qui s'appelait Massimo Pallottino en 1947. Alors vous voyez la date, 1947. Alors c'est une décision qui avait tout à fait sa justification à ce moment-là, parce que du point de vue de la théorie des origines, tout avait été dit et on tombait clairement de la science à la science-fiction. Voilà. Donc ça n'avait plus aucun intérêt de continuer là-dessus, et Pallottino et ses amis, dont Jacques Urgon, ont dit on arrête et on s'intéresse maintenant non pas à la fondation mais à la formation progressive. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, puisqu'on a vu que les origines sont quand même bien nébuleuses, qu'en est-il de la fin? Parce que c'est assez fascinant pour nous, c'est une civilisation qui s'est éteinte, cette civilisation étrusque. Dans quelles conditions et à quel moment est-ce qu'on la voit disparaître? Ça, on connaît assez bien les conditions de sa disparition. Ce sont des conditions qui sont liées à une situation politique, militaire et sociale. Les 3 aspects étant intrinsèquement liés, et ça se passe entre le 4e, chute de Veii, 396 avant Jésus-Christ, la cité étrusque la plus voisine de Rome, et 264, chute de Volsini, la capitale religieuse de l'Étrurie. Ce qui se passe est très simple, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de ces cités. Il faut bien que les auditeurs se rendent compte que derrière le mot cité, il faut mettre le mot État. D'ailleurs, nous, spécialistes, nous parlons de cité-État. Chacune de ces cités est un État, avec sa monnaie, son armée, son panthéon, pas forcément le même que celui d'à côté. Donc c'est un archipel de petits États, en quelque sorte. Et c'est la division du côté de l'Étrurie, c'est donc la division. Le singulier Étrurie ne doit pas faire illusion. Et voilà. Ils savent bien qu'ils parlent la même langue et qu'en gros, ils honorent les mêmes dieux, mais ils sont très divisés. Oui, voilà. Ils sont divisés entre eux, et ils sont divisés aussi à l'intérieur même de chacune de ces cités. Les Étrusques, il y a une aristocratie puissante, on peut dire arrogante, et qui opprime une classe servile ou moyenne très durement, et il y a une division que les Romains ont connue. Rappelez-vous les luttes de l'aristocratie et de la plèbe, mais les Romains, ils ont eu quelque chose qui va faire bifurquer leur histoire, qui, à partir de ce moment-là, ne sera ni une histoire étrusque, ni une histoire à la grecque. C'est le compromis de 366 avant Jésus-Christ qui fait que les plébéiens et aristocrates se mettent d'accord, un consul pour chacun. Et à partir de là, vous avez un processus d'expansion sans fin. Ce que n'ont pas su faire les Étrusques du tout. Voilà, bien sûr. Et c'est ils se sont dilués dans la civilisation romaine, en quelque sorte. Alors, c'est très amusant de voir qu'au 5e siècle, au 4e siècle avant Jésus-Christ, les bonnes familles romaines envoient leurs rejetons apprendre l'étrusque de l'autre côté du Tibre, et 150 ans plus tard, c'est le contraire. Les Étrusques envoient leurs rejetons apprendre le latin à Rome. Et quand une classe dirigeante fait apprendre comme langue maternelle la langue du pays d'à côté, je peux vous dire en tant qu'historien et de Rome et de l'Étrurie, c'est un très mauvais signe. Oui, et bien ça nous fait froid dans le dos, parce qu'évidemment ça fait penser à des époques nettement plus contemporaines, ce que vous nous dites, Alexandre Grandazzi. Tout en écoutant se multiplier ces énigmes en quelque sorte, Michel de Gégère, je feuillette votre magazine et je me dis que il y a, au-delà du caractère très spécifique de cette langue et de cette organisation sociale, un art qui lui aussi est reconnaissable de loin. C'est très particulier cet art étrusque, c'est très difficile à définir d'ailleurs. Il y a une rondeur, je parlais de ductilité tout à l'heure, je ne sais pas quel terme employer pour parler. Et puis, en même temps, une vitalité, quelque chose de très frais.
qui nous parle? Oui, ce qui a surpris les contemporains, c'est que l'art étrusque a été découvert par les tombes, qui sont des tombes, un certain nombre de ces tombes sont peintes à fresque. Et Stendhal, par exemple, qui était consul, comme vous savez, à Civitavecchia, entre 1831 et 1842, n'avait pas grand-chose à faire, a passé un certain nombre de ses journées à visiter le pays et visiter notamment des tombes étrusques qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, venaient d'être mises au jour. Et du spectacle de ces tombes qui présentent de fastueux banquets, Stendhal avait tiré la conclusion que les Étrusques avaient cultivé l'art d'être heureux et que la conquête romaine avait été au fond un désastre pour la civilisation, leur emprise sur l'Étrurie lui apparaissant comme l'équivalent du saccage de Paris par des régiments de Cosaques. Pourquoi est-ce que Stendhal a cette réaction ? Parce que ces tombes, au contraire, si vous voulez, de sarcophages romains qui présentent soit des processions religieuses, soit des armées en bataille, eh bien, les tombes, la scène la plus fréquente, c'est la scène du banquet, où hommes et femmes sont allongés sur des lits, où la tête couronnée de laurier, avec des jeunes esclaves nus qui leur servent des mets, des boissons dans une vaisselle précieuse, avec des joueurs de lyre, des joueurs de double flûte, une espèce de flûte étrange où on souffle dans 2 becs à la fois, accompagnant donc le repas en musique. Il y a des danseurs, des jongleurs, et des lutteurs aussi, des lutteurs, des boxeurs, des jeux, etc. Même, oui. D'autres fois, les spectateurs assistent à des compétitions sportives, à des courses de chars. On parlait de Rome, mais Rome, la course de chars telle qu'on la connaît comme une spécificité romaine, Rome l'a emprunté aux Étrusques, des jeux athlétiques, des disco-balls, etc. Et donc on a l'impression ce spectacle a donné le sentiment que ce qui exaltait les Étrusques, c'était le bonheur de la vie quotidienne, au contraire de ce qui avait pu se passer à Rome, plus dévoué au service de la cité. Oui, c'est ça. Quelque chose d'un peu moins altruiste et de peut-être plus vivant, en tout cas. C'est l'impression que ça peut donner. Et alors ça a entraîné une espèce de légende, c'est la légende de la mollesse de l'Étrusque qui aurait été justement à l'origine des malheurs de l'Étrurie, où les gens auraient passé leur temps en banquet, etc. Et tout ça repose sur un certain nombre de contresens, parce que il s'agit de tombes, et ces tombes sont marquées par des rituels funéraires. Et le banquet, notamment, est un banquet funéraire. C'est un rituel. Oui, ça ne veut pas dire qu'ils passaient leur vie dans les banquets, évidemment. D'autre part, ces tombes sont des tombes aristocratiques, sont des tombes princières. Il y a 5% des tombes étrusques qui sont peintes, donc c'est pas les tombes de tout le monde. Alors, quelles étaient justement les occupations de ces Étrusques ? Comment vivaient-ils ? Que sait-on de leur existence ? C'est ce que nous allons essayer de découvrir dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Un extrait de La Pivoleuse, interprété par le London Symphony Orchestra. Alors il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué, Alexandre Grandazzi, qui est important quand même quand il s'agit de s'intéresser à une civilisation ou à un grand chapitre du passé, c'est celui des figures historiques, des personnages. Est-ce qu'il y a des Étrusques célèbres en quelque sorte ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que vous en connaissez ? Oui, je les ai même rencontrés. Voilà. Alors, ils sont très présents dans l'histoire de Rome à partir du VIe siècle avant notre ère. Les rois de Rome qui règnent sur Rome entre la date conventionnelle et peut-être pas totalement conventionnelle du milieu du 8e siècle, 753, jusqu'à 506 avant Jésus-Christ, la deuxième partie de cette royauté romaine est occupée par des personnages qu'on appelle les Tarquins, qui viennent de Tarquinia et qui donc sont d'origine en partie étrusque, en partie seulement parce que le Tarquin qui serait venu, dit la mémoire romaine de Tarquinia, aurait eu un père corinthien, d'Émarate. Et il semble qu'il ait été en fait d'une famille royale de Corinthe. Chassé par la Révolution, il va à Tarquinia et ensuite émigre à Rome. Donc c'est une origine mi-étrusque, mi-grec, mais c'est bien représentatif de véritables brassages ethniques que connaissent cette Méditerranée à l'époque archaïque. Et ces Tarquins vont régner à Rome. La tradition antique en mentionne 2, et au milieu desquels elle met un roi Servius Tullius, dont elle dit parfois qu'il a une origine étrusque, parfois une origine latine. Mais aujourd'hui, les spécialistes pensent qu'il y a eu plus que deux Tarquins, oui. Au pouvoir à Rome.
Donc vous avez ces rois qui ont une grande importance pour Rome, puisque ce sont eux qui la dotent de la cloaca maxima, du grand système d'égouts, et surtout de la muraille qui lui donne son indépendance. Et puis après, vous avez, une fois qu'ils sont partis dans des conditions un peu obscures, vous avez un personnage qui est un étrusque de Chiusi, à 80 km au nord de Rome, qui a une très grande importance et qui est Porsenna. Et le roi Porsenna descend en fait conquérir Rome, et c'est lui qui vraisemblablement a chassé les Tarquins, et non pas, comme le diront ensuite les Romains, le peuple romain. La réalité, c'est que la monarchie romaine a pris fin, non pas suite à une révolution du peuple romain, comme les Romains eux-mêmes aimeront à le raconter, mais suite à une invasion étrangère. Et la République, 2 consuls à la tête de la République, ça a été très probablement au départ deux hommes de confiance, 2 gouverneurs laissés là par Porsenna pour gouverner Rome. C'est ça le paradoxe des conclusions de la science par rapport à ce que disaient les Romains sur leur passé le plus ancien, c'est que l'héritage finalement que les Étrusques ont laissé à Rome, ce n'est pas la royauté, mais c'est la République. Ah, mais ça change tout, ça, parce qu'effectivement, on a pensé pendant très longtemps que la royauté romaine était étrusque, alors que vous nous dites que c'est l'inverse qui se passe. J'exagère pas tout à fait, mais enfin, oui, vous forcez j'exagère très, un peu en disant que c'est l'inverse, mais du côté de la République, effectivement, il y a un personnage que connaissent nos auditeurs forcément, qui fait partie de l'entourage de l'empereur Auguste, qui a été un personnage essentiel, le plus grand et le premier des grands collectionneurs romains, peut-être, c'est Mécène, tout simplement. Exactement. Alors Mécène, on retrouve dans sa personnalité fascinante, il est très doué, il est capable aussi bien d'écrire des vers, on en a gardé 4 ou 5 et on voit que c'est une esthétique assez baroque, aussi bien d'écrire des vers que sans doute de dessiner, et il a un goût très sûr en matière de peinture et de sculpture, et on reconnaît là les traits d'un aristocrate étrusque, n'est-ce pas, qui aime le luxe et le raffinement. Et Mécène, c'est le découvreur des talents pour le comte d'Auguste. C'est lui qui découvre Horace, c'est lui qui va chercher, qui découvre Virgile, et c'est lui qui réussit à persuader Properce d'écrire le 4e livre de ses élégies en faveur, dans une tonalité pro-augustéenne. Donc Mécène a un rôle très très important, et on parle encore aujourd'hui du mécénat. Évidemment, oui, c'est son nom qui est à l'origine de cette notion, bien entendu. Il y a une exposition qui évidemment va avec ce magazine, Michel de Gégère. C'est l'exposition Étrusque, un hymne à la vie au musée Mayol. L'exposition a lieu elle est ouverte depuis une dizaine de jours et elle sera jusqu'au 9 février 2014. Cette exposition permet de découvrir un certain nombre de chefs-d'œuvre. Une très belle exposition dont le sous-titre est Un hymne à la vie. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette idée, dans le thème de l'art de vivre et de la vie quotidienne, avec la présentation de chefs-d'œuvre, beaucoup venant de Rome, de la Villaggio, mais qui est le musée étrusque de Rome, mais aussi de d'autres musées européens, avec un certain nombre de très beaux objets, de bijoux, de candélabres, de fermoirs, de vases, dont certains tout de même sont étrusques. Oui, il y en a quand même aussi, oui. De figures sculptées, de bronze, parce que vous savez que vous avez parlé tout à l'heure de la chimère d'Arezzo, mais les bronziers étrusques ont été célèbres même après la disparition la disparition politique de l'Étrurie. Il y a eu une tradition, et donc de très beaux bronzes, des figures de terre cuite aussi, car les temples, l'une des choses que les Étrusques ont légué à Rome, c'est la forme du temple toscan qui va devenir le temple romain et dont la toiture était surmontée de statues de terre cuite. Donc il y a un certain nombre d'exemples de figures à la fois de bronze et de terre cuite qui sont présentées au musée Mayol. Un peu à prêter à travers tous ces très beaux objets et puis toutes ces scènes peintes sur les murs des tombes notamment, à prêter aux Étrusques un certain nombre de pratiques ou une modernité en quelque sorte qui est plutôt une projection de nos propres fantasmes. Alors, certainement, à côté de ça, il y a quelque chose de très spécifique aux Étrusques, c'est l'égalité, enfin la position de la femme. Si vous voulez, l'une des origines de la réputation de débauche des Étrusques, c'est que les femmes étaient admises au banquet, alors que ça ne se faisait ni en Grèce ni à Rome, et on a supposé du coup que ces banquets étaient des lieux de mauvaises mœurs et de luxure, etc., parce qu'il était impensable que la femme soit l'égale de l'homme, ce qui était le cas chez les Étrusques. Alexandre Grandazzi, il vous reste exactement 30 secondes pour nous répondre à cette question qui restait en suspens tout à l'heure. Comment cette civilisation a-t-elle disparu ?
Elle a disparu avec Rome et elle s'est maintenue dans la sphère religieuse aussi longtemps que Rome a duré. Les Romains, qui aimaient, profiter des compétences des peuples dont ils faisaient la conquête, lorsqu'ils se sont emparés de l'Étrurie, ont introduit les prêtres étrusques, notamment ceux qu'ils ont appelés les haruspices, dans la religion romaine. Et il faut savoir qu'en 410 de notre ère, lorsque Rome est assiégée par Alaric, les autorités chrétiennes de la ville, en désespoir de cause, font appel à des prêtres étrusques, pour essayer d'arrêter l'envahisseur. Ils ont dominé Rome, les Étrusques, 7 mystères d'une civilisation disparue. C'est le numéro 10 du magazine Le Figaro Histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez, Franck Ferrand, aujourd'hui à la question de Coralie sur Facebook qui demande d'où vient l'expression trier sur le volet. Rien à voir avec les volets des fenêtres. Non, ça va être vite réglé cette fois-ci, parce que là vraiment c'est très simple. Vous savez, au Moyen-Âge, ce qu'on appelait un volet ou un voilet d'ailleurs, parce que souvent il y avait un Y en plus, c'était un petit voile fin et léger. On parlait aussi d'une volette, et ça permettait, c'était un tamis tout simplement, et un tamis qui permettait tout simplement de trier des graines. Et plus tard, le mot a perduré, au 14e, 15e, ce qu'on appelle un volet, c'est une sorte de petite assiette de bois qui sert elle aussi de tamis et sur laquelle les femmes ont l'habitude de trier les pois pour la cuisine, tout simplement. Donc trier sur le volet, ça vient très précisément de là. Vous voyez que l'explication est assez simple, mais c'est vrai que ça n'a strictement rien à voir avec les volets, les contrevents et toute l'armature des huisseries et des fenêtres. Le trier sur le volet, c'est tout simplement trier des pois notamment, mais pas seulement, sur un tamis. Voilà. Merci beaucoup à nos invités. Je rappelle qu'Alexandre Grandazzi est notamment l'auteur des Origines de Rome, ça c'est un que sais-je incontournable au PUF bien entendu, et puis La Fondation de Rome, un ouvrage aux belles lettres. Merci à Michel de Gégère, longue vie au Figaro Histoire, et pourvu que les Étrusques passionnent nos éditeurs, parce qu'ils le méritent. Je trouve que c'est une belle civilisation, c'est très passionnant. Et puis merci à Nicolas Six qui est au